qu'effectivement les ajustements, déjà les ajustements européens sont aussi intéressants. J'ai vu, alors pour vous aussi, Stéphanie Combe, que finalement, avec notre Health Data Hub qui de temps en temps, et pardon pour vous, est parfois malmené, on était assez préfigurant, enfin vous étiez assez préfigurant, puisque va se créer, je crois, ou est en train de se créer au niveau européen, un peu son équivalent qui s'appellera Darwin, je crois, et qui a l'objectif et l'ambition, oui le nom est ambitieux, hein, mais c'est comme ça qu'il s'appelle, l'ambition d'être une plateforme sécurisée de données, alors cette fois-ci, pas forcément pour les applications individuelles, mais au moins pour ce que peuvent être des politiques et des politiques de santé déjà qui se montent à un niveau européen. Donc voilà, je crois que ça c'est un point. Peut-être Pierre-Antoine, à vous de ce côté-là, ou aussi ben voilà, Pierre-Antoine. À vous, je crois, là, 2-3 commentaires sur, encore une fois, sur ces questions-là, mais qui sont de fond les questions de confiance. Alors, donc effectivement, on voit très bien, et on travaille dans ce sens-là, en bonne intelligence avec le Health Data Hub. On a une structure potentiellement fractale, avec une structure européenne, voire mondiale, Darwin, une structure nationale, le Health Data Hub, des réseaux, des hubs locaux comme le West Data Hub à l'échelle du Grand Ouest, et puis des services à l'échelle des établissements de santé. Et donc, à chaque fois, on a la même question, en fait, c'est être aussi délocalisé que nécessaire pour comprendre la structure fine des données là où elles naissent, et aussi centralisé que possible pour qu'un plus grand nombre puisse en bénéficier. À l'échelle européenne, la gageure est importante, et le risque, c'est que ça n'existe que par maladie ou que par type d'opération. Il y a un exemple qui est très intéressant et qui est très ancien, sont les registres de donneurs volontaires de moelle osseuse, qui depuis 88-89 ont des systèmes de base de données interconnectés, c'est-à-dire de la gestion de la santé hors épidémie, mais au niveau supranational, et qu'il faut qu'aujourd'hui, et depuis 30 ans, on a une base de données mondiale des donneurs volontaires de moelle osseuse qui fonctionne. Mais leur plus grosse difficulté, pour un cas d'application, les transplantations de cellules souches hématopoïétiques, les greffes de moelle osseuse, c'est d'avoir des formats communs de données qui sont durables dans le temps. Donc voilà, c'est un enjeu d'interopérabilité vu par la toute petite lorgnette historique des greffes de moelle osseuse. On a un autre joker aussi, Jean-Marie Fessler. Jean-Marie, je crois, vous êtes à distance là sur... Vous, avec le regard, je dirais, juste pour clarifier un peu, Jean-Marie est à la fois ancien directeur d'hôpital, donc à côté c'était globalement l'Hôtel Dieu. Il s'est occupé de tout ce qui était aussi la politique santé auprès du président de la MGN. Et là maintenant, il est donc professeur associé à Stanford. Jean-Marie, vous êtes là, donc est-ce que on peut vous passer la parole un peu sur vos impressions, vos questions, et puis peut-être aussi les compléments sur les débats qu'on a eu de ce côté-là. Jean-Marie? J'ai une question un peu de fond, quoi, qui est de savoir quelles pourraient être les contributions de la société civile pour, au fond, aider les pionniers, qu'ils relèvent d'organismes publics ou d'organismes privés. Et je parle de contribution active, positive. Une fois qu'on aura décanté les problèmes de secret professionnel, de préservation des données, etc., on ne va pas en rester là pendant encore 10 ans, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'actif pour porter, soutenir la dynamique que les uns et les autres vous avez très très bien illustré cet après-midi. Merci. Pierre-Antoine, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors, je pense que je le mettais dans le chat. Je pense que la réponse, mais qui est pas forcément évidente, c'est de toujours associer la société civile, notamment dans nos comités d'éthique, qui sont donc indépendants des investigateurs, donc indépendants, pour reprendre les termes de Stéphanie Combe, de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, et qui sont là pour se prononcer.
Je vais vous donner une autre recette où je pense que la société civile a été mobilisée. C'est celle qu'on a mis en œuvre quand on a déployé notre entrepôt de données biomédicales de CHU. Le principe qui s'applique, hein, c'est comme pour le don d'organes, c'est la non-opposition. Et en contrepartie de cette non-opposition vis-à-vis de la CNIL, nous avions pris l'engagement d'une campagne grand public pour divulguer, mais comme s'il y avait quelque chose à cacher, l'existence de cet entrepôt de données de santé et la possibilité, sans justification, j'insiste, sans justification, à demander à ce que les données qui les concernent ne soient pas utilisées à des fins de recherche. Et donc, on a fait le tour des pop-up, si vous me permettez l'expression. On a été sur Télé Nantes, France 3, et je ne suis pas peu fier de mon idée. On a utilisé le journal papier le plus diffusé dans la région Pays de Loire, comme dans chacune de vos régions, le journal de la région qui est distribué en papier glacé dans tous les foyers. Voilà. Alors Ouest France également, mais tout le monde ne lit pas Ouest France, même s'il le devrait probablement. En tout cas, tout le monde reçoit chez soi le journal du conseil départemental, du conseil régional, et avec les élus, eh bien, on a trouvé cet espace pour permettre un échange et de peut-être mieux faire comprendre quel est le devenir des données. Et là encore, je crois que ce serait bien que la santé soit imitée par d'autres domaines. Si les opérateurs téléphoniques veulent nous imiter et divulguer les usages qu'ils font de vos données comme des miennes, je ne sais pas ce que vous avez comme carte bancaire, vous en avez sûrement, mais les données de vos cartes bancaires sont aussi réutilisées, on n'en est pas toujours conscient ou c'est pas toujours bien divulgué. Même chose si vous êtes des clients privilégiés dans vos enseignes favorites, bien, toutes les données de vos tickets de caisse sont réutilisées. Je pense que la santé a peut-être, et peut-être la santé au travail encore plus, un rôle particulier pour qu'on ait des pratiques plus transparentes avec les données. De pédagogie, ouais, merci merci de dire ça. Je dois dire que, Jacques, on va refaire un essai avec Jacques Repussard là, mais juste avant, ce que je disais, justement pour faire la transition, on avait dans nos deux dernières sessions du même tabac sur les lanceurs d'alerte et sur la résilience, sur la résilience et résilience Covid. On avait la vice-présidente par exemple de l'AMF, de l'Association des maires de France, et je pense que c'est tout à fait important d'avoir sur ces questions-là effectivement les collectivités territoriales à leurs différents niveaux, parce qu'ils sont maintenant quand même aussi les nœuds de ce qu'est à la fois l'information des citoyens et en même temps la remontée là-dessus. Si vous voulez bien un peu sur le final, et j'aimerais bien demander à ceux qui sont, merci en tout cas ceux qui sont ici, ils sont captifs là à 7 mètres sous terre, donc ils ne peuvent pas se sauver. Voilà, mais aussi à vous qui êtes là, peut-être un peu le mot de la fin sur à la fois l'espoir et ce qui est les priorités et les choses importantes. Je crois, Marco Di Palma, si vous êtes encore là, si vous voulez bien vous nous donner un peu votre éclairage et ce qu'on devra ensuite creuser, parce qu'on était aujourd'hui en défrichement et on continuera autrement. Mario Di Palma, à vous si vous voulez bien. Écoutez, moi j'ai, très sincèrement, merci pour votre invitation, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je le dis vraiment sans flagornerie, les intervenants qu'on a eu là nous ont fait part de choses très compliquées en des termes très simples. Et je pense que voilà, merci à eux. Je pense que voilà, on est au début de quelque chose. Clairement, on l'a vu, il y a des outils extraordinaires qui existent, il y a des données, comme je disais tout à l'heure, dormantes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas les données existent. Deux choses peut-être, deux commentaires rapides. Le premier, c'est que ça nécessite d'avoir des interactions extrêmement fortes entre, je dirais, les cliniciens au sens large, les médecins, épidémiologistes et les personnes qui ont cette compétence de technique très pointue pour justement ne pas perdre tout le temps sur des hypothèses qui ne seraient pas bonnes et ne pas aller nous poser des questions pour lesquelles la réponse n'existe pas. Donc vraiment le dialogue va être très très important et je pense que le travail que fait le professeur Bourreau
pas pour rien voilà, qu'il est professeur dans un CHU, c'est comme ça que les interactions vont pouvoir fonctionner, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est tous les problématiques qui ont été soulevées, bien entendu, et les réticences. J'ai vu dans les commentaires, oui, bien sûr que nous laissons tous des traces partout, nous mettons tous sur Facebook ou autre des données extrêmement personnelles, et pourtant, quand il s'agit de données voilà, qu'on nous demande, entre guillemets, pour notre bien, en fait, extrêmement réticents. Donc oui, il y a de la pédagogie à faire. Oui, c'est intéressant de communiquer là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on faudra qu'on garde à l'esprit, effectivement, pour éviter les dérives. C'est certain. Et nous avons une responsabilité collective, pas seulement des professionnels de santé, mais voilà, tout le monde. Alors, encore plus, bien sûr, au sein de l'entreprise, je dirais, là, il y a la double problématique de la personne et de la personne employée, bien entendu. Merci en tout cas. Merci à vous. Francesca Colombo, vous aussi, voilà, le message de synthèse de fin, qu'est-ce que vous nous diriez à nous, spécifiquement en France, de travailler? Oui, simplement, on a beaucoup parlé des questions de gouvernance. Il y a une question aussi de stratégie. Je vois que la stratégie, c'est bien sûr de comment on veut utiliser les données de santé, mais aussi comment intégrer la stratégie sur l'utilisation des données de santé dans un contexte de stratégie digitale globale pour, bien sûr, le bien-être de la population et de tout le monde. Donc, je vois qu'une stratégie sur les données de santé doit être aussi intégrée à l'intérieur d'une stratégie beaucoup plus ample. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. La dernière chose que je voulais dire, c'est aussi la question des capacités, parce qu'on note dans plusieurs pays, même quand on a une bonne gouvernance, même quand on a une stratégie, il y a une question des ressources humaines. Est-ce que les personnes ont les compétences pour gérer les données, gérer les technologies digitales? Est-ce qu'il y a les bonnes capacités institutionnelles aussi? Donc, toutes ces questions des capacités aussi sont particulièrement importantes. Ok, merci à vous. Effectivement, message d'encouragement, Jérôme, et puis Pierre-Antoine ensuite. Donc Jérôme, on l'a. Oui, le mot a été dit. Moi, je pense que ce qui est important, c'est déjà l'idée de la patience. C'est quelque chose quand même de... Alors, pour vous qui travaillez peut-être depuis des années sur le sujet, ça vous paraît très long, etc. Mais c'est quelque chose de très nouveau aussi, tout ça. Les données de santé, c'est quelque chose de très récent. On a des fois, parfois... Je voulais avancer, moi je me souviens, mon entreprise il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, avait lancé une société qui s'appelait Invita pour travailler sur le dossier médical partagé. Voilà, ils sont arrivés trop tôt, aujourd'hui le DMP devient quelque chose d'un peu plus concret, dont on parle un peu plus. Je pense que c'est quelque chose qui va mettre du temps. Le problème c'est que le temps on en manque un peu, parce qu'on est poussé par des entreprises aujourd'hui qui ne sont plus des gouvernements, mais des entreprises privées. On est poussé par les GAFA, on est poussé par les entreprises chinoises, etc. Ces gens-là, eux, n'attendent pas. Nous, on a un grand avantage, on a un énorme avantage sur ces gens-là, c'est que nous, on le fait dans le respect. Et je pense que c'est ça, le mot a été dit, le respect du patient, le respect des gens. On ira peut-être, comme dit le proverbe, on ira peut-être moins vite, mais on ira peut-être plus loin. Et ça, je pense que c'est essentiel, c'est qu'il faut absolument garder, en tout cas, cette éthique que l'on a, de ne pas se faire déborder par des gens qui veulent aller très vite, mais qui font ça n'importe comment. Et bien sûr, c'est énervant. Voilà, nous aussi, en tant que représentants du personnel, des fois, on a envie de foutre des coups de pied au derrière à certaines personnes pour aller plus vite. Je pense que c'est la même chose pour vous. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de toujours garder à l'esprit cette petite musique, de dire voilà, nous on ira peut-être moins vite, on sortira peut-être des choses moins vite, mais en tout cas, on fera proprement bien. Et je pense qu'on gagnera la bataille de la confiance, voilà, que d'autres risquent de perdre, en tout cas. Merci Jérôme. Pierre-Antoine. Écoutez, moi j'ai la conviction et le sentiment un peu gêné que, en fait, dans toute cette ère de la data qui s'ouvre devant nous, on est à peu près en moyenne section. C'est-à-dire qu'on apprend à lire et on apprend le respect dans la cour d'école. Et que nous, on est en Europe, qu'on a le RGPD et qu'on a en fait une longueur d'avance, ce que beaucoup voient comme un frein ou une contrainte. La data, en fait, c'est le fruit d'une longue chaîne de contributions. Chacune de ces contributions est respectable et elle augmente la valeur d'usage des données. Donc c'est pas vraiment un minerai, à la limite c'est un pétrole qui ne brûlerait pas, mais que l'on raffine. Et je conclurai en disant jamais sans les contributeurs qui sont tous à la fois des patients, des travailleurs, des assurés, des clients
et des citoyens, des usagers. Merci, merci à vous. Alors, je vais laisser le mot de la fin à mon président, si vous voulez bien. Et puis, moi, j'aurais juste 2-3 choses à vous dire sur les prochaines étapes qui se préparent. Merci à vous tous. En tout cas, Jacques, c'est à vous. Oui, bien, un grand merci. Je pense qu'en ayant entendu tous les exemples, en tant qu'on a entendu, on est conforté dans l'idée qu'il faut un partage de données. Elles sont déjà là en partie, mais elles vont s'enrichir énormément. Et on est bien sûr pour le partage des données, mais pour la fluidité de la circulation, avec le bémol qui est que la fluidité de la circulation, d'abord, elle semble avoir un handicap majeur, déjà en France, qui est qu'il n'y a pas d'interopérabilité, et je me demande si ce ne serait pas être un des sujets privilégiés du Health Data Hub, de favoriser les projets qui sont des projets d'interopérabilité. Moi, je suis un salarié, je vais changer d'emploi 10 fois, et puis mon dossier, ça ne suit pas. Je vais à l'hôpital à Lille, et puis je tombe malade à Marseille, et bien mes dossiers, ça ne suit pas. Et d'où un manque de confiance, parce que j'en demande la plus, peut-être même que ce que le système me donne aujourd'hui. En sens complémentaire de la confiance, il y a effectivement des réflexes de prudence, parce que j'ai peur, moi, quand je demande de la prudence, j'ai peur que ce soit utilisé contre mon gré, contre n'importe qui. Mon image dans mon esprit, c'est l'image du numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, depuis qu'il y a des téléphones mobiles, eh bien, il appartenait à l'opérateur. Mais petit à petit, les choses ont fait qu'à cause de la mobilité, eh bien, on trouve logique qu'ils m'appartiennent. Alors, vous avez dit, il ne faut pas que ce soit au sens de propriété. D'accord, mais il faut que ce soit en sens de maîtrise. Il faut que les particuliers aient l'impression d'avoir une maîtrise suffisante pour donner leur confiance, pour accentuer un partage qui, à mon avis, n'est pas encore suffisant par un défaut d'interopérabilité. J'ai entendu dire que même en France, sur le dictionnaire des maladies, on n'a pas une base à laquelle on adhère collectivement, à la base internationale du dictionnaire des maladies. D'où des difficultés à ce partage que je crois on souhaite tous compte tenu des progrès qu'il permet. Voilà, ben écoutez, merci à vous pour tout ce que vous avez pu nous dire et ça a été très riche. Grand merci. Alors on les applaudit parce que c'est vraiment génial. Et puis surtout parce que je voulais vous dire, donc on aura le replay tout à fait. Attendez, on aura le replay sous peu. Le voilà, le voici, le voilà. 25. Donc, non, c'est pas ça. Le voilà. Donc le replay à venir lundi, en fait, hein, donc lundi prochain, replay et documents accessibles là-dessus, donc sur le site du CERN. Je vous rappelle aussi que systématiquement, tous les replays sont disponibles et accessibles de façon ouverte et avec un travail fantastique que nous fait, vraiment merci Jean Louchal qui est là et qui est de séquencer par intervention. Ce qui fait qu'on peut les revoir, je dirais, avec plus de confort et plus de facilité autour globalement de chacun des thèmes. Et puis les prochaines étapes, je dirais que continuons les combats. Hein, donc on va continuer à monter des conférences et des actions toujours sur résilience crise, avec Jacques Repussard, qu'on n'entendait pas, mais qu'on entendra bientôt. Sur ces questions de données, il faut qu'on continue aussi. Et puis, nos UX Forum, c'est-à-dire la présentation dans le sens utilisateur et pas que dans le sens expert, hein, des innovations et particulièrement de mon chouchou, les exosquelettes, qui vont débarquer aussi, d'ailleurs, dans l'univers de santé, ce sera bien. Voilà, donc on compte sur vous. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci surtout, un grand bravo et merci à nos intervenants, y compris à ceux qui ont dû filer parce qu'ils avaient des enfants à aller chercher à l'école avant le couvre-feu. Et on vous remercie en vous disant à très bientôt et donc à bientôt. Toutes vos suggestions, on les prend aussi. Merci à vous, à bientôt. Merci. Clap, clap, clap.